Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Hop, là devant. Oui, bonsoir, merci pour votre intervention. Pour faire plaisir aux élus, est-ce que vous avez envisagé de poser des fausses caméras? Parce que comme ça ne sert à rien, donc... Ah, je pense même qu'il y a des communes qui doivent avoir des fausses caméras. Peut-être que dans vos recherches, oui, ben, ça peut dissuader, effectivement. Alors, Laurent Micheli, vous dites oui, vous avez déjà constaté ça? Ah oui, bien sûr. Alors, je prends plusieurs exemples dans mon livre. Le plus flagrant, c'est l'exemple de la ville d'Avignon. Avignon, qui s'est longtemps présenté comme étant, pareil, politiquement, hein, à la pointe de la sécurité dans son département, etc. Et avec un ratio caméra par habitant très important. Hein, je ne sais plus, 130, 140 caméras, c'est dans mon bouquin, je n'ai plus par. Et en 2014... aux élections municipales de 2014, contre toute attente, parce qu'il y avait des visions internes à la droite, c'est la gauche qui a gagné les élections. Et comme ça arrive souvent, lorsque ça change de couleur politique après un long passage d'une même couleur, l'équipe qui arrive fait un audit général des services et des finances municipales. Et c'est au cours de cet audit qu'ils se sont aperçus que sur les 130 ou les 40 ou 140 caméras, je ne sais plus, il y en avait les 3/4 qui ne fonctionnaient pas, en fait. Tout simplement parce que la maintenance n'était pas faite en réalité, oui. Mais la ville continuait néanmoins à afficher son truc formidable. Bon, il y a d'autres problèmes quand on rentre dans le détail, mais ce sont des détails qui parfois pèsent lourd. Hein. Je pourrais citer d'autres villes, y compris des grandes villes du département. J'avais vu ça à Aix-en-Provence il y a quelques années. C'est des problèmes récurrents. Quand on installe, ça a été beaucoup fait au début, un peu moins maintenant. Les erreurs servent quand même. Mais au début, ça a été énormément fait. Installer les caméras sur des poteaux à hauteur d'arbres. Ce qui fait qu'en fait, en dehors de l'hiver, on filme des feuillages, bien souvent, quoi. Ouais. Ça, non, mais c'est des choses très très réelles, hein, des problèmes très très réels, avec du coup donc des débats permanents entre la police municipale et les services techniques pour élaguer, tailler, parce que sinon on voit pas. C'est des choses que j'ai observées sur le terrain de manière très. Au-delà des caméras qui sont cachées dans les arbres, j'ai l'impression que ça soulève une autre question. C'est la question de la dissuasion en fait que peut provoquer la caméra. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que Sébastien Brun, est-ce que vous pensez que la caméra peut avoir un effet dissuasif, donc sans forcément fonctionner, hein, et à ce compte-là être utile? Je pense que oui, hein, c'est forcément dissuasif. Si vous êtes en centre-ville de Marseille et que vous voulez éviter la caméra, il vous faut absolument mettre une cagoule. Et si vous mettez une cagoule, tout le monde vous repère. Alors, il y a d'autres techniques, bon, je ne suis pas la reine là-dedans, hein, mais il y a d'autres techniques pour ne pas être vu par une caméra, finalement. Notre question, est-ce que de placer une caméra, ça ne pousse pas aussi le délinquant, l'individu qui veut commettre quelque chose d'illégal, de s'adapter à cette caméra? Alors si, il peut s'adapter, mais il faudrait connaître tous les angles de caméra. En plus, elles sont rotatives. Donc, des fois, il se passe des choses et il y a une caméra. Et malheureusement, l'image est en dehors de... Au moment des faits, l'image est en dehors. Donc, c'est pas forcément parce que c'est sous une caméra que ça sera filmé. On peut aussi être sous la caméra, et je crois que c'est Philippe Pujol qui décrit très bien ça dans son bouquin La fabrique du monstre, que en fait les arracheurs de sacs à main ou les dealers s'arrangeaient pour faire une espèce de danse où ils se changeaient les vêtements, ils mettaient une casquette, et à ce compte-là, ils étaient filmés mais pas repérés par les caméras. Si vous voulez prouver que les voyous sont très inventifs pour échapper à la police, c'est vrai. C'est vrai. Et même sans caméra, ils peuvent changer leurs vêtements, hein. Donc, non, ça c'est une réalité. Maintenant, c'est le jeu éternel du chat et de la souris. Moi, je peux ajouter 3 choses. D'abord, sur l'aspect préventif ou dissuasif, hein, qui font qu'à mon sens, s'il existe, il est extrêmement faible pour le coup. Je pense que fondamentalement, il s'agit d'effets répressifs. Et ce n'est pas un mal en soi, hein, ça peut être très bien, mais voilà, il faut que les choses soient claires. Donc 3 choses. La première, peut-être qu'il y a eu au début du système un effet de surprise, les petits panneaux, vous savez, l'entrée des vides, vie sous vidéoprotection, etc. Peut-être qu'il y a eu un effet de surprise. Par contre, à partir du moment où la chose est généralisée, 90% des communes des Bouches-du-Rhône ont à des degrés divers de la vidéosurveillance. Ces petits panneaux sont partout à l'entrée de la totalité des villes. Donc le type qui arriverait en voiture dans une ville machin en se disant tiens là il n'y a pas, c'est terminé. Dans des régions comme la nôtre, c'est terminé. Donc s'il a pu exister au début, cet effet-là, à ce niveau global, il a disparu. Deuxième chose que je constate, c'est que, et c'est ce que vous venez de dire à votre façon, je suis tout à fait d'accord, de toute façon, toute cette technologie marche toujours avec les amateurs,
je sais pas, j'allais dire les petits, ceux qui se font facilement prendre, ceux qui sont pas très malins. À l'inverse, les gens qui sont des professionnels, les gens qui préméditent, les gens qui organisent, intègrent évidemment la technologie dans l'ensemble de l'analyse des risques qu'ils font. Voilà. Ça c'est tout à fait bon. En ajoutant à ça le cas en plus de celui, parce que le comble est que dans beaucoup de cas, on nous vend la vidéosurveillance comme quelque chose qui va prévenir le terrorisme, ce qui est une plaisanterie, hein, puisque le type va se suicider avec. Bon voilà, donc on retrouve des images après quand tout le monde est mort, ce qui fait une belle jambe à tout le monde. Ouais, Enfin, quatrième chose que je montre en détail en prenant 2 exemples que j'ai observés sur le terrain, qu'on mésestime souvent, c'est l'effet de déplacement de la délinquance. J'ai 2 exemples très clairs dans le livre. Un, c'est sur une petite ville où il y a un parking d'une gare, où les gens arrivent le matin, posent leur voiture, partent bosser toute la journée, reviennent le soir. Bon, résultat, il y a des voitures qui sont abandonnées sur le parking, et il y a beaucoup de ce que les policiers appellent des vols à la roulotte, des vols dans la voiture. Ok. Localement, une stratégie est décidée, à la fois pour vidéosurveiller la chose et regarder assez vite pour avoir des images, intervenir sur le terrain. Ok, à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on constate? Les vols dans les voitures ont baissé sur le parking de la gare. Voilà. Mais moi, toujours pareil, hein, mon petit côté évaluation, CNIL, machin, Cour des comptes, machin, moi je regarde aussi l'ensemble des vols de voitures sur la commune à la fin de l'année. Et je m'aperçois que c'est le même chiffre que l'année d'avant. Voilà. Autrement dit, c'est plus dangereux là, ils sont allés taper ailleurs. Voilà. Et je fais le même constat en ce qui concerne le deal de drogue. Hein. Quantité de villes mettent une caméra à tel endroit parce qu'il y a du deal en dessous, machin. Les types commencent par essayer de casser la caméra, voilà. Et puis au bout d'un moment, quand ils n'ont pas pu la casser et qu'il y a eu 2-3 opérations sur le terrain où ils disent non, c'est pas nous, si, on en a la preuve, bah, ils se déplacent au square d'à côté, à l'immeuble d'à côté, et c'est sans fin. Autrement dit, il faudrait vidéo-surveiller la totalité des rues d'une ville si on veut sortir de ce cercle vicieux. Alors vous vouliez apporter un bémol, Sébastien Marat, allez-y. Alors là, sur le dernier point, j'ai un exemple récent. Donc, c'est un piège votre chaise en fait. C'est pas la mienne, mais non, mais tout est filmé. Non, mais c'est le truc de Pierre Richard, c'est ça Là, le coupable, on va le trouver. Bougez pas trop. J'ai un exemple récent, sans rentrer dans les détails. Quand la police travaille bien, elle fait un certain nombre d'interpellations. Vous parliez de drogue. Et donc ces interpellations libèrent des places. Elles libèrent des places de boss, de dealers. Et très récemment, suite à de nombreuses interpellations, donc des places ont été laissées libres dans une commune du département. Donc les dealers des communes d'à côté ont essayé de venir récupérer le marché. Ça a tiré dans tous les sens. Donc ils savaient très bien où ils allaient sous les caméras. Ça a tiré dans tous les sens pour venir récupérer donc quelque part le marché qui était laissé libre par les boss. Et les caméras ont permis d'intervenir en sécurité, donc de pouvoir superviser par les caméras où étaient les échanges de tirs. Et là maintenant cette affaire est finie, c'était le mois dernier, et ils ont été tous mis sous les verrous grâce dans un premier temps à une intervention sécurisée des forces de l'ordre, et ensuite des interpellations sur le coup, et après coup grâce aux images de la télésurveillance. Donc forcément on peut avoir d'autres exemples. Donc ça marche avec les amateurs. Non, c'est pas tant les amateurs, parce que là on parle de trafiquants de drogue à un haut niveau. On ne parle pas de la personne qui vend le shit en bas d'immeuble. On parle de gros trafiquants. Et donc ces trafiquants, ils sont tombés grâce au bon travail de la police. Hein. Les premiers et les seconds sont tombés aussi. Et ensuite, tout à l'heure, vous parliez du terroriste qui va se faire péter. De toute façon, il va mourir. Et donc, en gros, on aura tout filmé, mais tant pis, il n'y aura pas de suite. Et bien non, parce que grâce peut-être à ces caméras et aux enquêteurs, on va pouvoir remonter des filières, on va pouvoir par une plaque d'immatriculation retrouver un fournisseur de véhicules et peut-être derrière faire tomber un réseau. Et donc il y a les caméras sur les lieux, les caméras où, moi c'est une analyse. Je vois ça du côté policier, où je me dis peut-être que les caméras qui sont sur le chemin dans les communes et sur la commune où les faits ont eu lieu peuvent permettre de remonter des filières. Oui, peuvent peut-être.
Mais moi, je me place aussi du point de vue policier pour me permettre de dire ce que je dis. Et donc, je dis, alors, allons-y, dans combien de cas, où, à quel endroit? Et quand je fais cette recherche-là, moi, ce que je m'aperçois, c'est que dans l'immense majorité des cas, c'est pas du tout des enquêtes, des images de vidéos, etc., qui ont permis, après coup, de comprendre un petit peu le réseau, la préparation. Non, ce sont les classiques de l'environnement, du voisinage, du travail de police judiciaire classique qui ont permis de repérer la petite amie, le cousin, le machin, le beau-frère qui est là-bas, je ne sais quoi, et pas du tout les images en réalité. Ah non, ce que je voulais dire, c'était un outil dans l'enquête, comme un autre, comme ce que vous venez de dire, l'enquête de voisinage et la connaissance du terrain par le policier, bien sûr. C'est pas la caméra qui fait tout, la caméra est un outil utilisé par l'enquêteur. Donc un outil qui peut être utile, mais en tout cas pas décisif. On va peut-être passer aux questions suivantes. Je crois qu'il y en a une donc, au fond de la salle, on vous écoute. Bonsoir et merci à vous. Alors, le dispositif de vidéosurveillance, c'est un dispositif de vision qui prétend donner une image, finalement, des actes délictuels. Je me demande, ça serait une interrogation politique, si ce n'est pas un dispositif de masquage qui contribue à notre cécité collective, si tous ces moyens qui sont mis, cette croyance en la capacité d'une technologie de résoudre des problèmes humains, des problèmes sociaux, ne nous masque pas la question que le sociologue pose toujours et qui se repose toujours, c'est quelles sont les origines, les causes de l'insécurité, des conduites délictuelles. On les connaît, ce sont la misère, le chômage de masse, l'échec scolaire, l'anomie, la disparition des valeurs qui soudent un groupe social. Et je crois cette idée de dispositif technique qui pourrait remplacer la présence humaine contribue à ces processus d'anomie. Et si on ne remet pas en question les logiques qui conduisent à exclure des portions de plus en plus importantes de la population de la possibilité de parvenir à des formes de réalisation de soi qui sont valorisées aujourd'hui dans la société, on aura toujours de la délinquance et ces dispositifs, on le voit bien, serviront peut-être à la dissiper dans les hypercentres, mais pas à la faire disparaître. Je m'étonne un petit peu qu'un syndicaliste policier, je comprends que vous soyez là pour défendre vos collègues, votre profession, mais que justement vous ne vous empariez pas un petit peu de tous ces travaux qui permettent de mettre un petit peu à distance tout le discours sécuritaire. Alors là, vous parlez du big data, là, de l'algorithme. Moi, depuis le début, je parle de ce que je connais, donc c'est-à-dire de l'outil de la caméra utilisé par des humains pour orienter des humains sur le terrain et non pas d'un algorithme qui calculerait tout à la place de l'humain. Après, vous êtes sur une dimension sociale et politique. Moi, lorsque j'ai répondu uniquement sur l'utilisation et ce que peut apporter au travail du policier au quotidien, que ce soit dans l'enquête ou sur l'assistance sur le terrain, pour la sécurité du quotidien. Moi, j'ai pas défendu les caméras sur un côté social. Alors, on va peut-être prendre une troisième question, pardon. Là, devant. Je m'interroge sur à la fois pour la vidéosurveillance, mais aussi pour le big data, sur le fait que ces outils produisent beaucoup plus de délinquance qu'ils ne résolvent de problèmes, parce qu'on change de catégorie. Par exemple, ce que vous disiez sur la vidéosurveillance, où on surveille, je ne sais pas quoi, où on met sa voiture, et je ne sais quoi, ce qui se passe dans la rue, et bien après, on va décompter un nombre de procès-verbaux,
réseaux, un nombre de problèmes de type délinquant qui se produisent, et donc ça va augmenter de façon considérable la statistique de tout ce qui ne va pas. Et donc la logique sécuritaire va s'appuyer sur cette augmentation considérable de l'insécurité. C'est le discours qu'on nous rebat maintenant. L'insécurité augmente. Mais si on a des outils pour mesurer qu'on a arraché une fleur dans le jardin de son voisin, ben oui, l'insécurité va augmenter, effectivement. Donc ces outils sont vraiment à double tranchant, puisque mieux on surveille et plus on augmente les statistiques de la délinquance. Alors, ça me fait juste rebondir sur autre chose. Ça me fait penser à quelque chose plutôt. Félix Tréguer, il y a une position que vous tenez aussi, c'est que ce projet de Big Data, il peut quelque part utiliser, ou partir de discrimination de l'être humain et le légitimer par la statistique. Ouais, c'est une forme de blanchiment statistique de discrimination qu'on constate dans les politiques de sécurité et ailleurs. Et typiquement, ce que vous décrivez là, ça fait penser à des choses qui sont observées aux États-Unis dans l'usage de ces systèmes, qui sont en fin de compte assez logiques, c'est-à-dire que les quartiers, notamment pauvres, où il y a une forte population afro-américaine, sont les quartiers où les patrouilles de police circulent davantage. Donc on va récolter davantage de données sur ces quartiers-là, des données qui vont venir ensuite nourrir les traitements statistiques réalisés par ces systèmes prédictifs, qui vont derrière réorienter les patrouilles vers ces mêmes quartiers. Et donc ça renforce en fait des formes de surpoliciarisation, en tout cas le risque d'une surpoliciarisation et des formes de discrimination qui sont attachées. Il y a un autre aspect aussi, alors c'est pas directement évoqué dans le projet marseillais, mais on peut vraiment s'attendre à ce que ce soit encore une fois, c'est un stade très expérimental et donc il faut aussi envisager les effets de long terme et les évolutions du système qui est présenté à Marseille. Aux États-Unis, quelque chose qu'ils aiment vraiment faire avec ces outils, c'est de faire ce qu'on appelle en anglais des threat scores, c'est-à-dire évaluer la menace que représente une personne ou un profil de personne. Et on constate notamment que, il y a des études qui commencent à être faites sur ces systèmes, que les personnes de couleur ou les personnes pauvres, toutes choses égales par ailleurs, sont davantage ciblées, évaluées comme étant des menaces par les algorithmes. Et donc ça reproduit des biais racistes, notamment, qui sont déjà là, qui sont liés très souvent à la manière dont les statistiques sont fabriquées ou les conditions dans lesquelles elles sont fabriquées, et qui vont et ces formes de discrimination et de biais statistiques sont quelque part un peu blanchies ou invisibilisées par le traitement statistique et la belle visualisation que va sortir l'outil utilisé et qui présentera donc tel activiste, parce que je parle d'activistes et de militants parce que à Baltimore par exemple, des militants phares du mouvement Black Lives Matter y ont été repérés comme étant des suspects très dangereux à partir de l'analyse de leur activité politique, le fait qu'ils avaient manifesté contre les violences policières. Et cette note et cette suspicion avaient été construites à partir des données récoltées sur leur blog, leur profil de médias sociaux et notamment Twitter. Des choses, encore une fois, qui font partie des sources de données qui sont intégrées dans le projet marseillais. Merci. Alors, il y a une autre question qui est devant encore. Oui, non, ce que vous venez de dire est absolument essentiel, c'est ce qui fait peur. Hein. Mais moi, je vais être très concrète. Là, je suis dans un conseil citoyen sur le centre-ville. Les questions que je me pose, c'est d'une part, quand on vous entend exposer la politique de la ville sur les big data, c'est le plus grand flou. Les élus ne savent même pas vraiment où ils vont. Or, si on voit les effets de cette politique sur l'usage et la gestion et l'accès des citoyens à l'espace public, elle est énorme. Dans l'ensemble des 1er, 2e, 3e arrondissements, il n'y a pratiquement pas d'espace public. On n'arrive pas, on se bat pour avoir ces espaces publics, mais une des grandes raisons pour lesquelles on ne peut, à la limite, obtenir, comme citoyen,
que des espaces minéraux avec quelques plots, c'est que la ville ne veut pas détacher un agent pour assurer la sécurité, comme on avait dans tous les squares. Bon, moi, je suis parisienne d'origine, par exemple, les squares parisiens. Et ça coûte, un gardien coûte 60 000 euros par an. Il pourrait garder, je ne sais pas moi, 3 espaces ouverts au public. Et comme vous le disiez, ce sont des lieux qui font du lien social, qui permettent aux jeunes de jouer et qui sont finalement des éléments de prévention aussi de la délinquance. On n'a pas les moyens de questionner ces politiques et de mettre en rapport le coût de toute cette vidéosurveillance et ultérieurement des big data sur ces équipements. Et si on s'aperçoit aussi que les projets d'aménagement des espaces publics des rues, il va y avoir un projet à 3 millions, une grosse étude sur un plan guide des espaces publics, circulation et espaces publics sur le centre-ville de Marseille, qui se fait complètement en dehors des habitants. C'est un bureau d'études à la suite d'un appel d'offres. Il est très difficile de connaître même le contenu de cet appel d'offres. Après, il y a un budget de, je crois, 60 millions pour faire ces aménagements. Et pour la synthèse que nous avons pu voir sur cet appel d'offres, c'est fonctionnement et sécurisation des espaces publics. Est-ce que c'est vraiment ce que veulent les citoyens? Oui, en fait, la question que vous posez et que vous soulevez, c'est la question du choix politique et de l'utilisation de l'argent public. C'est une question que vous avez aussi soulevée dans votre bouquin, Laurent Micheli. Par rapport à l'argent public qui est utilisé dans la sécurité. Sur l'usage profond dans une démographie de l'espace public. Bien sûr. Est-ce que vous voulez réagir ou on passe à une... Moi, juste pour dire que ce qui était intéressant je trouve intéressant le fait que vous posiez cette question-là dans ce débat-là. Parce que beaucoup de gens, sans doute, n'auraient pas fait la connexion. Et je pense que la connexion est très pertinente. C'est-à-dire que il est probable que dans les grandes villes, on va effectivement être de plus en plus... on va avoir une gestion de l'espace public qui est de plus en plus... on gère au fond des flux de circulation de personnes et de véhicules, avec comme obsession la réduction des risques, chacun dans son bon couloir, qui passe au vert, qui s'arrête au rouge, et une espèce de... comme si on était un peu tous des robots, quoi. Et une disparition progressive de tout ce qui est... ce qui ne rentre pas dans ces logiques-là, qui sont des logiques à la fois techniques et technocratiques. Ça, c'est une tendance qu'on peut voir à l'œuvre, ça me paraît tout à fait intéressant. Ouais. Alors, on va écouter une autre intervention. Ouais, une question pour Félix Reger, qui va, je pense, faire suite aux questions précédentes qui ont été posées là. Notamment, tu as commencé à parler un petit peu des États-Unis, un pays un peu plus avancé un petit peu à la pointe sur ces questions-là, l'utilisation du big data. Quel bilan aujourd'hui on peut tirer des expérimentations qui ont déjà été faites? Parce que tu nous as donné des éléments de décryptage très importants sur ce qui va être fait à Marseille, mais comment est-ce qu'on peut le voir à la lumière d'autres expériences pour anticiper, essayer de comprendre vraiment la genèse de ce type de politique. Et une question qui va avec, notamment en regardant les expériences dans d'autres pays, quel type de résistance, de contradiction, de débat public peut se poser là-dessus. Et ça, c'est une question vraiment d'outillage pour nous, citoyens marseillais, de comprendre comment maîtriser ce débat-là et compris le vulgariser aussi, par exemple, quoi. Alors, sur l'efficacité, c'est toujours un peu une question piège, en fait, parce que la réponse, ça va être aujourd'hui, ces systèmes paraissent inefficaces. Et par exemple, là, j'ai le résumé d'une étude d'une chercheuse en criminologie aux États-Unis qui a travaillé sur les résultats d'un système de l'entreprise Palantir, qui fait pas mal parler d'elle ces derniers mois, qui a mis en place un système pour aider la police à Chicago, et qui a démontré que sur 405 victimes d'homicides qui ont eu lieu sur une année dans la ville, seules 3 avaient été repérées par le logiciel.
Il y a d'autres données de ce type qui pointent à l'inefficacité de ces systèmes. Près de Paul, qui a été donc une entreprise qui a un système de police prédictive, qui était un peu un leader du marché dans les premières années. Plusieurs services de police ont, au bout de quelques années, décidé d'abandonner ce système en disant que, en gros, ça réinventait l'eau chaude, des choses qu'on savait déjà. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que disent les personnes de la gendarmerie nationale ou de la police nationale en charge de l'expérimentation de systèmes prédictifs, où les résultats, pour l'instant, c'est de dire qu'en fait, voilà, ça reproduit des savoirs qu'on a déjà, que les agents... exactement. Donc ça rejoint des propos qui sont déjà... des choses qu'on a déjà évoquées. Maintenant... Donc, on peut s'en tenir au fait que c'est inefficace. Maintenant, l'évolution technique va très vite. Et c'est un secteur, un marché qui est en train de se structurer. Il y a des investissements colossaux qui se sont faits en termes de recherche et développement. Et je pense qu'il faut... Aujourd'hui, ce n'est pas très efficace, mais on ne peut pas rester sur ce constat d'inefficacité et se dire que ce ne sera pas grave parce que c'est inefficace et donc on va juste gâcher de l'argent public. Et parce qu'on passe à côté d'un débat sur les conséquences politiques réelles, notamment celles qu'on évoquait précédemment, en termes de renforcement des discriminations structurelles, dont ces systèmes sont porteurs à long terme. Et voilà ce que je voulais dire. Sur la question de la résistance, très bonne question. Là encore, c'est des choses à construire. Clairement, le droit français aujourd'hui n'est pas adapté, en tout cas n'autorise pas le développement de ces systèmes. À Nice, vous avez peut-être entendu parler du déploiement d'une application sur smartphone qui s'appelle Reporty, vendue par une start-up israélienne à la police municipale et qui permet en gros aux citoyens de signaler, d'envoyer des flux, des vidéos et des photos et pas mal d'observations à travers son smartphone. Et la CNIL, ça a été annoncé en grande pompe comme une expérimentation il y a quelques mois. La CNIL vient d'adopter une délibération qui s'oppose à cette expérimentation en expliquant que la base légale législative n'existe pas et évoquant le fait que ça lui apparaît disproportionné en termes d'atteinte aux libertés et les finalités qui sont poursuivies par l'outil. Sachant que Marseille intègre cette forme de ce qui est appelé dans le projet de crowdsourcing. Il y a le projet de déployer une application smartphone pour faire des choses similaires. Donc si cette simple brique technique-là a suscité l'opposition de la CNIL s'agissant du système à Nice, on peut s'attendre à ce que la CNIL, qui est en train de se pencher sur le système marseillais, aboutisse aux mêmes conclusions. Mais ce qu'on voit dans sa délibération sur l'affaire niçoise, c'est qu'elle invite en fait à l'adoption d'un cadre juridique spécial, adéquat, qui viendra fournir, en gros, il y a un cadre juridique par exemple pour la vidéosurveillance dans le code de la sécurité intérieure. Il n'y a rien sur tout ce qui est signalement citoyen, système prédictif, traitement de diverses bases de données, etc. Donc on peut s'attendre à ce que certains élus, et notamment les élus municipaux les plus offensifs sur ces questions, demandent au gouvernement de présenter un projet de loi en la matière pour avancer sur ces choses-là assez rapidement. On va enchaîner, je crois qu'il reste encore quelques questions, encore beaucoup de questions. Allez-y, si vous avez le micro, vous pouvez y aller. Bonsoir, merci pour les interventions. J'ai une question. On a parlé beaucoup des caméras exclusivement municipales, donc un certain nombre qui sont déployées par la ville. Est-ce qu'on a une idée du nombre de caméras en tout, incluant les systèmes privés sur la ville de Marseille, enfin les centres commerciaux, que ce soit en régie, dans les métros, les tramways, etc. Ou pas du tout? Et est-ce que les données qui en ressortent sont croisées et analysées de la même manière, de manière commune? Est-ce que c'est aggloméré ou pas? Ou est-ce que c'est des systèmes complètement différenciés? Alors, c'est déjà compliqué d'avoir la localisation de la totalité des caméras publiques. En ce qui concerne les caméras privées, je pense que c'est... non, mais la question est intéressante. Ce sera difficile. Par contre, sur la question de la gestion, peut-être que vous pouvez répondre. La question est intéressante parce que lorsque dans une enquête de police, on se rend compte qu'il y a un distributeur automatique, les caméras d'une banque, les caméras d'une bijouterie, les caméras de la SNCF, il y a une réquisition qui est faite de la même façon que pour réquisitionner les images de la ville, qui est faite pour récupérer ces données. Et donc il y a un chantier qui est lancé pour que, alors à mon avis c'est moyen voire long terme, pour que des partenariats soient faits entre la préfecture de police
et donc les organismes privés ou publics qui ont leur propre réseau de caméras pour que ces caméras-là soient exploitées de façon plus rapide et plus facile par la police nationale. Mais ça, c'est un très très gros chantier pour récupérer par exemple les images de la SNCF ou les images, parce que les bailleurs sociaux ont des images aussi, donc récupérer par exemple les images d'Habitat 13. Voilà. C'est déjà récupéré par des réquisitions, mais il y a une réflexion qui est lancée au sein de la préfecture de police pour pouvoir traiter ces images plus rapidement et plus facilement. Alors, ah ça, le big data, moi, c'est vraiment flou pour moi. Ouais, très rapidement, encore une fois, il y a l'idée d'avoir des données issues de prestataires privés, et donc potentiellement des centres commerciaux, la SNCF et compagnie pourraient abonder leur flux vidéo après la conclusion de partenariat avec la ville et son prestataire. Oui, à Marseille, ça commencera clairement avec la RTM, qui a un réseau de plus de 2000 caméras déjà, ça c'est tout à fait clair, qui a déjà un partenariat avec la police nationale d'ailleurs. Ça existe déjà. Ça m'évoque plusieurs choses, moi, ce qui vient d'être dit. alors, la première, c'est que... assez rapidement, je crois qu'il y a beaucoup de questions. Non, mais allez-y, mais juste... J'étais parti pour être moyennement long, donc... Ah, bon alors, on va passer aux questions de la salle, si vous me permettez, je crois qu'il y en a encore beaucoup. On vous écoute. Ma question porte sur la protection de la vie privée. On peut facilement imaginer un lien qui pourrait être fait entre les caméras de surveillance qui nous surveillent, on les voit dans la rue concrètement, et les big data, reconnaissance faciale par les caméras, qui après lié à un fichier national d'identité, lié après à ce qu'on poste sur les réseaux sociaux par exemple. Et du coup, ça permet de faire le lien entre les deux. Est-ce qu'un moyen de protéger sa vie privée, vous avez évoqué le fichier national des pièces d'identité, est-ce que c'est un moyen suffisant pour protéger notre vie privée, pour couper ce lien entre ce qui est la surveillance concrète qu'on observe et les big data, ou est-ce qu'il y en aurait d'autres moyens de protéger sa vie privée en reliant ces problématiques? Alors Félix, c'est un sujet qui vous intéresse? Ouais, puis j'ai mal répondu à la question tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on peut faire pour s'équiper et protéger nos libertés si on est effrayé par le développement de ce type de système de surveillance. L'approche individuelle pour protéger ses vies privées, chacun dans son coin, c'est quelque chose que le droit a encouragé aussi par cette idée qu'on allait pouvoir avoir accès aux données nous concernant, les rectifier, enfin tout ce qui est dans la loi informatique et liberté en 78. C'est des choses qui, en fait, les raisons pour lesquelles la loi informatique et liberté a été adoptée en 78, c'était notamment, il y a en 74, un gros scandale sur l'interconnexion de fichiers au niveau du ministère de l'Intérieur. 40 ans plus tard, ces dystopies qui avaient motivé la mise en place de ce cadre juridique se sont réalisées. En fait, on en est au point qui suscitait des scandales à l'époque et qui faisait qu'on nous promettait que grâce à la mise en place de ce cadre juridique, les choses iraient bien. Donc, tout ça pour dire que les approches individuelles ne marche pas en fait. Et il faut d'abord c'est pas un comportement individuel qui va permettre de nous protéger collectivement face aux impacts, aux effets politiques de ces systèmes. Et du coup, la question c'est comment s'organiser ensemble et développer une connaissance et trouver des modes d'action qui permettent de s'organiser politiquement pour s'opposer au déploiement de ces systèmes. C'est ce qu'on essaye de faire à la Quadrature du Net, et un groupe est en train de se mettre en place au niveau de la ville de Marseille. Si vous tapez sur Internet les amis de la Quadrature à Marseille, vous risquez de tomber sur une page où vous pourrez vous inscrire à une mailing list qui permet de se tenir un peu au courant. Et il y a eu un premier atelier le 20 mars dernier où on a commencé à défricher un peu les types d'actions possibles et en termes de sensibilisation des citoyens, juste pour s'informer et mieux comprendre, s'interroger sur la sécurité des données qui seront collectées, etc. Et une forme d'audit un peu technique du système qui sera mis en place. Et évidemment, une forme de résistance juridique, parce que comme je le disais tout à l'heure, en fait, ce système en droit français aujourd'hui est illégal. Et donc, il y a des choses à faire de ce point de vue-là également. Merci, on va prendre une autre question. On vous écoute. Oui, je voulais savoir, en fait, il y a un nouveau règlement qui doit être mis en place, là, le RGPD, le règlement général des données, des protections des données, voilà, et donc qui protège nos données privées. Donc, je voulais savoir dans quelle mesure, en fait, en l'occurrence, ça permet de savoir à quoi va être destinées nos données personnelles, et puis la possibilité aussi de les obtenir, de savoir qu'est-ce qui est collecté sur nous. Donc, je voulais savoir, justement, par rapport à ça,
Est-ce que y a des choses de prévues, quoi, enfin, par rapport à la conformité de ces lois, quoi. C'est-à-dire, si vous voulez ce que définit cette loi, c'est ça, vous voulez? Non, ouais, en gros, si on pourra avoir accès aux données qui sont collectées sur nous, c'est ça? Si on pourra savoir quelles sont les données qui... Par rapport à ce projet. En fait, donc, est-ce qu'on va pouvoir, en fait, pour mettre en conformité par rapport à ce règlement, on doit pouvoir savoir quelles sont les données qui vont être collectées sur nous et pouvoir les obtenir si on veut. Et puis aussi savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces données. En fait, de manière générale, il faut savoir que tout ce droit qui protège, qui est censé protéger nos données personnelles, est grévé d'exceptions, et notamment en matière de sécurité publique, il y a un grand nombre d'exceptions. Et en gros, il faut partir du principe que, notamment l'idée de consentir à la collecte de ces données, etc., ces droits-là, ces garanties apportées aux citoyens, ne sont pas applicables au champ de la sécurité, de manière générale. La réponse courte, c'est ça. Et donc, non, le RGPD ne sera pas d'une grande aide en la matière. Alors, il y a une autre question. Oui, on vous écoute. Oui, c'est pas une question. Merci pour ce débat. Ce débat public, parce qu'il ne peut pas y avoir de tranquillité publique sans débat démocratique. Or, c'est ce qui manque le plus, j'allais dire, à Marseille. Je suis conseiller municipal dans l'opposition. Je ne vous vois pas très bien, mais vous êtes Jean-Marc Coppola, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et donc, je suis, selon les termes de l'adjointe à la sécurité, quelqu'un d'archaïque, parce que je ne vote pas les rapports sur la vidéosurveillance. Alors, je ne les vote pas parce que, non pas par idéologie ou dogmatisme, mais parce que je ne partage pas la conception utilisatrice j'allais dire même à des fins électoralistes, de la sécurité à Marseille. Je veux juste insister, parce que vous l'avez dit, mais je veux le renforcer. Si le budget sécurité dans la ville de Marseille, c'est le deuxième budget après l'éducation, je veux insister sur ce fait-là, c'est que la seule compétence obligatoire d'une ville et de la ville de Marseille, c'est l'éducation. Et on peut bien sûr financer dans le domaine de la sécurité, parce que dans le volet sécurité, il y a les marins-pompiers qui est une singularité bien entendu, mais se substituer à l'État sur sa mission régalienne, ça pose un problème. La preuve, c'est que depuis quasiment 25 ans, la ville n'a pas mis dans les écoles le budget qu'il aurait fallu, qui aurait certainement diminué un certain nombre de problèmes. À la question, d'ailleurs, c'est au conseil municipal de lundi dernier, à la seule question, j'avais déjà écrit au maire, à Jean-Claude Gaudin, il y a une quinzaine de jours, est-ce que vous êtes d'accord pour faire un conseil municipal extraordinaire pour tirer les enseignements et évaluer, c'est-à-dire même pas sur un débat pour ou contre, il y a refus, et c'est là qu'on me dit, vous n'êtes pas moderne, vous êtes un archaïque, parce que vous refusez tout cela. Donc il y a vraiment un problème d'opacité, et je crois aux technologies, c'est pas ça mon problème, c'est pas être pour ou contre, mais il faut que la technologie reste un outil au service, effectivement, de l'humain, chacun dans ses missions, etc., etc. Je le dis d'autant plus savamment, c'est que dans un passé proche, j'ai été élu régional, en charge des lycées, et lorsqu'il y a eu des problèmes aux environs de certains lycées, et que nous avons fait des tables rondes avec tous les acteurs concernés, c'est-à-dire bien entendu les acteurs du lycée, plus police, justice, travailleurs sociaux, etc., à aucun moment n'a été demandé des caméras de vidéosurveillance. Ce qui a été demandé, c'était de l'humain. Et nous l'avons fait avec des médiateurs sociaux. Et quand nous tirons les enseignements 1 an, 2 ans après, ça s'avère effectivement très efficace. D'abord, ça redonne un climat apaisant. Et c'est efficace parce que ça permet de mieux connaître l'environnement pour que chaque acteur puisse continuer d'agir. Donc on a un vrai problème sur cette gourmandise à développer la sécurité de cette façon-là en disant big data. Je peux vous dire que c'est très difficile d'être 2 seulement sur 101 à voter contre parce qu'on est stigmatisé. Ça veut dire que vraiment tous les autres élus sont là-dessus. Et une question que je pose, puisque c'est Mars Actu qui est à l'initiative de ce débat,
Il faudrait une vraie investigation, au-delà des investigations que fait Laurent Mucchielli, et qui est vraiment d'une grande aide, en tout cas dans l'exercice d'un mandat qu'on essaye d'être au service de l'intérêt général et des citoyens. C'est une investigation sur quelles sont les officines privées qui bénéficient de tout cela, parce qu'il y a quand même des dizaines et des centaines maintenant de millions au fil des années qui bénéficient à certains. Et demain, parce que se pose avec le big data un certain nombre de questions, c'est sur l'utilisation des données, c'est sur le respect des législations françaises et européenne, et c'est sur aussi les bugs qui peuvent arriver, puisqu'il en est arrivé par exemple sur la vidéo-verbalisation au mois de février à Marseille. Donc il y a un certain nombre de questions qui méritent que ce soit porté au débat citoyen. Et ce type de débat devrait être à l'initiative justement de la municipalité, pas simplement de journalistes et de médias, mais je salue en tout cas cette soirée. Bon, en tout cas, c'est noté pour l'investigation. Mais votre intervention me permet de soulever notre question. C'est qu'on a été contacté par un élu du même bord politique que vous. Alors, on va peut-être pas le citer, je ne sais pas s'il est d'accord. Donc, un élu communiste qui n'est pas élu à la mairie de Marseille, mais en tout cas dans une commune alentour. Et lui, ce qu'il dit, eh bien, c'est qu'en fait, il n'est pas du tout, comme vous, opposé à la vidéosurveillance. Il est même pour. Et son argument, enfin, un de ses arguments, c'est de dire... En fait, quand on est entouré de villes et de communes qui sont équipées de vidéosurveillance, eh ben, finalement, ce n'est pas possible de faire sans. Et il existe aussi des municipalités dont le maire est de même sensibilité politique que moi, qui utilisent la vidéosurveillance et qui en met de façon très intelligente à des points stratégiques, et qui fait que pour sa commune, il n'y en a que 2 en entrée et sortie, vu la configuration de sa commune, et en termes de retour sur investissement, c'est-à-dire nombre d'affaires élucidées, parce que c'est un vrai moyen, effectivement, d'investigation, eh bien, c'est assez efficace et assez utile. Donc je ne suis pas contre, je le répète de manière idéologique, il en faut, mais quelle utilisation? Aujourd'hui, on voit bien que la phobie portique dans les gares, portique à l'entrée des lycées, vidéo, etc. Mais qu'est-ce que c'est que cette société liberticide? Parce qu'il faut le poser en ces termes-là aussi. On fait reculer toutes les libertés individuelles, et il n'y a plus de débat, il n'y a plus de rencontres, il n'y a plus d'humains, et il n'y a plus de débat citoyen. Et l'utilisation à bon escient. On va passer à la question suivante qui est de l'autre côté, donc le temps que le micro se balade et arrive à bon port. Bonsoir. On vous écoute. D'abord, moi, le premier problème des caméras, c'est qu'on ne nous a pas demandé notre avis. Donc, je le dis, nous, on voudrait faire un sondage. Donc, si des gens sont volontaires pour faire un sondage auprès de la population, moi, je suis volontaire pour qu'on demande déjà aux Marseillais est-ce que oui ou non ils veulent des caméras. Donc, c'est un peu, de façon générale, on a l'impression dans cette ville qu'on est complètement dépossédé de la ville, qu'on se demande vraiment s'il y a une démocratie dans tout ça. Je voulais aussi dire que pour moi, les caméras, non seulement c'est inutile, on a l'exemple anglais à Londres, je crois qu'on était filmé 200 fois par jour il y a 20 ans, et comme ils avaient 20 ans d'avance sur ça, ils font marche arrière, c'est-à-dire que Londres c'est une ville où les caméras sont cassées, ça marche pas, c'est difficile à entretenir, ça a été dit dans les débats, mais les chiffres de la délinquance ne baissent pas vraiment. Donc en Angleterre on fait marche arrière, donc j'espère que moi je suis déjà partant pour qu'on fasse marche arrière. Et dernièrement, pour assurer un petit peu le monsieur policier, il y avait des policiers et des voleurs avant les caméras. Je veux dire, hier il n'y avait pas de caméra, on arrivait quand même à arrêter les voleurs ou les trafiquants de drogue. Et d'autant plus, sur des affaires un peu importantes, il y a des planques, ce qu'on appelle les planques, vous devez connaître ça mieux que nous. Donc dans les planques, si on ne met pas une caméra, on met un policier, on met 2 policiers parce qu'il faut se relayer à la nuit. Donc les caméras, c'est aussi du chômage pour les policiers. Voilà, donc je voulais juste dire que je trouve ça complètement inhumain et j'espère que demain, dans un monde un peu plus humain, il n'y aura plus de caméras. Merci. Allez, on va passer à l'intervention suivante. Alors, oui, d'abord à droite, là. Oui, bonsoir. Je vais commencer juste par 2 observations rapides. En venant, en marchant à travers Noailles, j'ai pas eu l'impression que les vendeurs de cigarettes de contrebande étaient très dérangés par quelque chose que tout le monde a la caméra. remarqué ici à Marseille. Et puis, comme je me suis un peu perdu, j'ai dû faire un détour sur le boulevard d'à côté, c'est le boulevard d'Athènes là qui monte à la gare.
Bon, les voitures en double fil, elles étaient toujours là, alors que la vidéo sur verbalisation a été quand même vendue à Marseille au début comme la solution au problème de stationnement comme ça, et donc ça marche pas. Hein. C'est peut-être expliqué par le fait que toutes ces images ne sont pas regardées non-stop 24 heures sur 24. Non, mais boulevard d'Athènes, il n'y a pas que des caméras qui verbalisent. Il y a des policiers en tenue qui passent et qui verbalisent. Et oui, effectivement, les incivilités continuent à Marseille. Mais je peux vous garantir que le boulevard d'Athènes est largement bien verbalisé. Oui, mais bon, il y a un côté échec et on va nous dire c'est parce qu'on n'en a pas encore mis assez. Voilà. Mais j'avais une réflexion plus... Moi, j'ai pas dit ça. Là. Non, pas vous, hein, mais sur le côté politique, moi, je n'ai pas trop d'espoir parce que ce que je veux dire, c'est il n'y a plus de débat dans le champ politique sur la vidéosurveillance. Ce que vient de dire M. Coppola, qui dit qu'ils n'ont été que 2 à voter contre au conseil municipal de Marseille, le démontre bien. Moi, j'ai un souvenir, vous parliez de deuxième vague au début des années 2000, de quand même dans des villes dites de gauche, notamment PS, certaines ont mis la vidéosurveillance, mais il y avait quand même des oppositions de principe, hein, sur le plan éthique notamment. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et donc, moi, je suis pas très optimiste pour l'avenir parce qu'on voit, à part peut-être chez certains écologistes ou certains membres de la gauche radicale, on va dire, sinon il y a un consensus, une espèce de rouleau compresseur, et je ne vois pas qui pourra nous défendre ou promouvoir d'autres politiques que celles qui sont menées aujourd'hui, quoi. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on remarque quand on voit que seulement 2 élus se sont opposés dans tout le conseil municipal. On vous écoute, allez-y. Oui, alors ça va peut-être vous paraître un petit peu incongru parce que je vais vous parler du compteur Linky. Vous savez, les compteurs de Nedis. Voilà. Alors, oui, beaucoup de personnes... Il y a un rapport avec la vidéosurveillance ou le big data. Certaines personnes, mais là je ne pense pas que ce soit exact, pensaient même qu'il y avait une caméra qui était dans ce compteur Linky et qui surveillait les faits et gestes. Quelque part, ça peut surveiller effectivement les faits et gestes. Hein, on peut très bien savoir quand la personne quitte son appartement à telle heure, elle ne rentre que le soir. Bon, je veux dire, ça, c'est quand même pas très intéressant de le faire savoir. D'ailleurs, on peut tomber sur quelqu'un de malveillant qui, le sachant, et puis toute la suite que ça peut occasionner. Donc, sans compter, sur le plan des données personnelles, la CNIL, sauf erreur de ma part, est intervenue contre justement cette pose des compteurs Linky, qui se fait actuellement à Marseille de manière, c'est le forcing. Hein, on ne vous demande pas votre avis, c'est vraiment, là on est en pleine démocratie, on ne sait pas du tout. Moi j'ai lu beaucoup là-dessus, je prends du recul, parce qu'il y a certainement du vrai et du moins vrai, mais il y a quand même pas mal de chercheurs qui se sont penchés là-dessus. Ça pose polémique, ça c'est depuis 2010, donc c'est pas encore fait, ils n'ont pas encore inondé tout le territoire, mais c'est leur but. Hein, alors voilà. oui, je vois bien le lien avec le débat de ce soir, mais c'est pas tout à fait le sujet, mais je vois bien le lien quand même. On va prendre encore une question et pour pouvoir poursuivre, et après je ne sais pas l'heure. Je soutiens ce que vient d'être dit par madame là. Le big data, comme les caméras, ça dépend de ce qu'on fait avec. Le concept de smart city est déjà presque démodé dans le reste de l'Europe. Donc de villes intelligentes. Hein, oui, et pourtant en France, je ne suis pas français d'ailleurs, en France ça commence à être vendu comme une grande chose. Et à Marseille, on va encore plus loin. On dit d'une smart city quelque chose qui est tout à fait le contraire. Alors la gestion de grandes données que parfois est associée à la gestion des données ouvertes, qui permet de faire des analyses par rapport à ce qui est la gestion de la chose publique, notamment, elle est utile. Elle est utilisée pour obtenir une meilleure gestion des ressources énergétiques, par exemple, une meilleure gestion du trafic, une meilleure gestion des eaux, etc., etc. Ce qu'on est en train de faire, ce que vous avez présenté là, c'est une utilisation de données
qui n'a rien à voir avec cette idée. Et donc, ce que je voudrais souligner, c'est que on est ici dans une posture défensive, c'est-à-dire on réagit à quelque chose qui est franchement mauvaise, qui est une perversion d'un concept que, en soi, il est très utile. La gestion de grandes masses de données, elle peut être effectivement très utile. Ce qu'on devrait avoir, c'est une gestion proactive dans le sens de utilisons ça d'une bonne façon. Merci. Merci. Je crois qu'on va terminer sur ce témoignage positif, mais qui soulève encore des questions, bien évidemment, et merci pour ce regard de l'extérieur, on va dire. Messieurs, dames, merci beaucoup d'être venus ce soir au débat Mars Actu. Je voulais aussi remercier, je ne l'ai pas fait au début, j'aurais dû le faire, le Théâtre de l'Œuvre qui nous prête cette salle. Donc le Théâtre de l'Œuvre qui est géré par l'association La Paix. Donc c'est une salle de spectacle, mais pas que. Ils font aussi plein d'actions et vous pourrez en discuter avec eux autour d'un verre. Merci beaucoup. Bien sûr. Et autre petite information, Laurent Mukeli est venu avec des bouquins, donc son bouquin sur la vidéosurveillance, sur l'enquête qu'il a faite. Si jamais ça vous intéresse, vous allez le voir directement. Et il a dans sa hotte quelques bouquins. Merci encore.